Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma capsule sur les réceptions littéraires du mois de mai. Et on va commencer avec les documentaires et les albums. Et je vais vous dire encore une fois que je ne suis pas payée du tout pour vous parler. J'ai aucune obligation de le faire. C'est juste parce que j'aime tellement vous parler de littérature jeunesse que je le fais quand même, que je me donne la peine de le faire pour vous. Et cette fois-ci, j'ai envie qu'on commence avec les documentaires. Je fais jamais ça, mais là, j'ai vraiment eu deux immenses coups de cœur pour ces documentaires. Donc, je vais commencer tout de suite. C'est de chez Bayard Canada. Et nous avons ici Nature à goûter au Québec. Là, je vois que c'est peut-être un petit peu sombre, mais c'est parce qu'il pleut aujourd'hui, mais c'est le seul moment où je peux filmer la vidéo. Et nous avons Insectes et bestioles du Québec. Donc, vous vous doutez que celui-là, je l'ai mis dans mon thème littéraire du mois dernier, qui était sur les bestioles, justement, avec mon bébé. Ils sont tellement bien faits. C'est de Réa Dufresne, qui n'est pas la première, c'est pas les premiers documentaires qu'elle crée. Et sont vraiment bien faits parce que, je vous montre, on a toujours une section, donc ici au grand air, et on a des photos, donc quelque chose que j'adore quand ça ajoute du réalisme dans un documentaire. Et on a vraiment là, un court paragraphe, 2-3 phrases, pour chaque insecte ou bestiole qu'on retrouve. Donc ici, dans ce cas-ci, au grand air, on en a d'autres. Vous voyez comment c'est aéré, comment c'est intéressant. Puis, je vous le dis, moi, d'habitude, quand je reçois des documentaires, je lis 3-4 pages, je le feuillette, je lis ce qui attire vraiment mon attention, mais c'est tout. Donc, si je suis honnête avec vous, c'est rare que je parcours un documentaire de la première à la dernière page. Et là, ces deux-là, sincèrement, je les ai lus au complet. Je trouve qu'ils ont vraiment bien été ciblés l'information qui allait être pertinente pour les élèves, qui allait les intéresser. On parle aussi, bon, évidemment, de la métamorphose du papillon. On vient nommer comme des faits intéressants. On vient parler de chaque bestiole, chaque insecte. Parfois, on vient parler qu'il y a des espèces qui sont dangereuses. Parfois, on vient dire qu'ils sont nuisibles. On vient le nommer, mais c'est sans... tu sais, on dirait que la lumière n'est pas négative sur l'insecte, même si, par exemple, la guêpe, elle pique plusieurs fois, puis elle n'est pas... elle est plus nuisible dans le fond qu'une autre espèce. Là, je donne vraiment un mauvais exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé ça intéressant qu'ils montrent des espèces aussi nuisibles. Par exemple, je pense aux scarabées japonais là, dans nos potagers. Ils sont donc fatigants, ces bébites-là. Ils ont été importés récemment au Québec. Puis, ils font des dommages dans nos potagers. Et je trouvais ça intéressant qu'on les montre eux aussi, mais on fait juste mettre une phrase, puis après on vient parler de l'espèce en général quand même. Donc, bref, je sais pas si vous comprenez mon point, mais je les trouve vraiment intéressants. Tu sais, ici on a tous les insectes qui piquent, qui démangent, donc les brûlots, les mouches noires, les moustiques. Ensuite, on a la luciole. Non, sincèrement, j'ai vraiment trouvé que c'était un documentaire immensément pertinent. Assurément que je vous le recommande pour le premier cycle. Vos élèves vont adorer. Et j'ai encore plus aimé celui-là ici, qui est Nature à goûter. Dans celui-là, on vient montrer tout ce qu'on pourrait goûter dans un paysage québécois. Évidemment, on met en garde là, contre certaines... Tu sais, on dit qu'il devrait toujours être supervisé par un adulte, de ne pas manger qu'est-ce qu'il connaît pas et tout. Mais ensuite, on parle de comment on pourrait apprêter les feuilles de pissenlit, les petites baies sauvages. Ensuite, on vient parler de... Tu sais, oui, les fines herbes et les épices, mais tu sais, moi, je savais même pas que les mérocales, ça se mangeait. Donc, on vient parler que ça peut se mettre en salade, les pensées, évidemment. On parle des champignons, on parle, mais pas juste de... en tout cas, je l'ai tellement trouvé intéressant que je l'ai lu lui aussi au complet. Et à chaque fois, mon chum était à côté puis il faisait clairement autre chose. Puis à chaque fois, j'étais comme « Ah, savais-tu qu'on pouvait manger ça comme ça? Ah, savais-tu que ça, on pouvait mettre ça dans la poêle avec un peu d'huile puis du sel parce qu'il paraît ça goûte la noisette et la menthe. » Tu sais, comme j'arrêtais pas de lui partager les informations que je trouvais dans le documentaire. Donc, sincèrement, gros coup de cœur. Si vous aviez qu'à en choisir un des deux, moi personnellement celui-là m'a vraiment épaté, mais je pense que celui-là se met plus facilement dans un thème peut-être, mais vraiment deux documentaires vraiment très pertinents. C'était tout pour les documentaires. On attaque maintenant avec les albums. J'en ai reçu 4 de La Bagnole. Je vais commencer ici avec celui-là.
Lolo et les seins. C'est un album, tu vois, j'aurais peut-être pu un peu le mettre aussi dans les documentaires, parce qu'on vient expliquer c'est quoi des seins, à quoi ça sert, quelle autre espèce ont des seins, c'est quoi la différence entre mamelles, mamelons, pourquoi on appelle ça des mammifères. Donc, c'est vraiment tout simple. Regardez, il y a très peu de texte, mais ça va vraiment droit au but. Comme on parle des seins, on vient démystifier les seins, on vient enlever, détabouiser, je pourrais dire, j'invente un mot pour vous. On enlève le tabou par rapport aux seins parce qu'on vient dire à quel point c'est normal, que ça fait partie du corps humain, puis point final, que c'est pour nourrir les bébés, point final. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant. Puis il y a un élément qui m'a vraiment intéressée, c'est que les opossums ont 13 mamelles. Généralement, les mamelles sont en duo, donc en paquet de 2. Mais les opossums, eux, ils en ont 13. Comme j'ai trouvé ça intéressant. Bref, moi, c'est des petits faits comme ça qui rendent ma lecture agréable. Et vous voyez comme c'est super aéré, des belles illustrations. Donc, vraiment un très bel album à ajouter sur le corps humain. Ou même à mettre dans un bac sur la puberté avec les plus vieux. Pourquoi pas? Essayons de détabouiser. Détaboutiser, comment vous diriez ça, vous? Bref, d'enlever les tabous en ce qui a trait au sein. Un autre livre qui enlève des tabous, donc Gloria sème la joie. Gloria, ici, c'est écrit par Guylaine Gay, qui prône la diversité corporelle, mais qui prône aussi les personnages gros dans les histoires qui font autre chose que de juste parler de leur grosseur. Et dans ce cas-ci, on vient la présenter, on dit qu'elle est grosse, on dit qu'elle aime ses formes, qu'elle aime sa grosseur et on change de sujet. Donc c'est ce qu'on aime avec le personnage de Gloria. C'est pas la première fois dont je vous en parle, mais dans ce cas-ci, elle vient semer des légumes pour ses amis parce qu'elle a entendu dire que les légumes aidaient à devenir intelligent. Donc elle va venir semer des légumes puis distribuer des légumes à tous ses amis. Donc je trouvais que c'était mignon comme intention envers pour les amitiés. Ça peut être un bel album pour le jardinage, pourquoi pas, mais aussi juste pour mettre en valeur des personnages qui sont diversifiés corporellement. Nous avons ici de Steve Gagnon 22 guimauves autour du monde. D'abord, les illustrations sont vraiment différentes, mais j'aime ça. Très forme géométrique. Donc, il y a des carrés, des lignes, donc c'est différent, mais comme je vous dis, j'ai aimé ça. Et dans ce cas-ci, on parle d'une jeune fille qui travaille dans un dépanneur. Et le dépanneur, on apprend qu'il fait pousser des guimauves. Donc, c'est une des seules places au monde où c'est un arbre à guimauves. Et finalement, elle va devoir aller livrer des guimauves partout dans le monde. Elle va devenir la livreuse des guimauves. Et on apprend au cours de notre lecture, en traversant le monde, carrément, que, par exemple, les pyramides ont été faites en guimauve, les pyramides de Gizeh. Que, je tourne la page, on a des guimauves également, là je me rappelle plus c'était où, en tout cas on en a aussi avec des babouins. Ah oui, c'était au Kilimandjaro, oui c'est vrai. Ensuite, bref, elle se promène vraiment tout partout. Elle va rencontrer plein d'espèces. Là, ici, elle est dans les mers des Caraïbes. Donc, elle fait vraiment le tour du monde pour aller distribuer des guimauves. Puis, on a des beaux clins d'œil culturels au travers ça. Puis, une belle douce petite fin. C'est différent, mais pourquoi pas, c'est un peu éclaté. Puis, j'aime ça quand c'est éclaté. Ici, une histoire dans une bouteille. C'est écrit par Dominique Fortier et illustré par Steve Adams. Et ici, on a une belle histoire entre un enfant et un grand-papa qui se partagent une passion pour les bateaux, surtout les bateaux dans les bouteilles comme ça. Et c'est vraiment très doux, très mignon. Je l'ai lu avec plaisir. Les illustrations sont absolument magnifiques. Et si je me rappelle bien, c'est l'illustrateur de une vieille histoire, une belle histoire d'une vieille chose. Ah, je ne me rappelle plus du titre exact. Mais puis, il me semble que c'est le même illustrateur. Bref, c'est une belle histoire entre un grand-papa et un petit-fils qui se partagent une passion commune. Aussi simple que ça. On s'en va maintenant chez Gronde de Québec avec une nouveauté, Un monde en couleurs, écrit par Raphaël Roy. C'est une autrice, compositrice, interprète qui a décidé d'écrire un album sur l'identité, sur l'unicité de chacun. Et dans ce cas-ci, Un monde en couleurs, en fond, c'est une enfant qui
est souvent dans la lune, qui est souvent perdue dans ses pensées, qui réalise qu'elle fait des choses pour plaire aux autres et non pour plaire à elle-même. Et quand elle s'observe dans une flaque d'eau, elle réalise qu'elle est comme en noir et blanc. Donc, on fait vraiment une belle métaphore sur quand justement on n'est pas nous-mêmes. Et elle réalise que elle, ce qui la passionne et ce qui ferait en sorte qu'elle redeviendrait en couleur, c'est la danse. Et elle demande à ses parents de s'inscrire à la danse. Puis j'ai trouvé ça beau parce que ses parents lui disent qu'ils sont fiers d'elle parce que eux ils l'avaient remarqué que ça la rendait pas heureuse de faire du soccer, mais ils voulaient qu'elle le réalise elle-même. Donc j'ai trouvé ça bien. C'est un sujet dont on doit parler avec les enfants évidemment pour être sûr que tout le monde s'épanouit comme il le faut. C'est pas une histoire qui est si... tu sais, dans le sens que comme on en a d'autres histoires qui ont à peu près cette même trame narrative-là, mais en même temps, c'est intéressant, puis c'est pertinent, je pense, comme message pour les enfants. Chez La Montagne Secrète, maintenant, nous avons le deuxième tome de Nous sommes les opossums musiciens. Donc ici, c'est Parti pour la gloire à la Nouvelle-Orléans. Donc vous connaissez cette maison d'édition-là, c'est pas la première fois dont je vous en parle, et c'est une maison d'édition musicale, si je peux dire. Donc elle fait des livres musicaux, pardon. Et dans ce cas-ci, on vient au début du jazz et du blues à New Orleans, donc en Nouvelle-Orléans. Puis on parle encore une fois de l'histoire des grands-parents qui ont rencontré, là je m'en rappelle, Louis Shastrong, c'est difficile à dire, Louis Shastrong. On fait un beau clin d'œil à Louis Armstrong dans le fond. Et on parle de la musique. Donc c'est vraiment un album tout en musique, tout en dansant, dont on a envie de danser quand on le lit. Et à la fin, on peut écouter l'album, mais on a aussi plusieurs chansons qui font référence aux styles musicaux dont on aborde dans cet album. Une nouvelle collaboration maintenant avec Monsieur Ed, les éditions Monsieur Ed, et ils m'ont envoyé deux livres, c'est pas des nouveautés, donc c'est des livres qui sont parus, si je me souviens bien, à l'automne. Je vais commencer avec lui parce que c'est lui dont j'ai envie qu'on discute en commentaire ensemble, Tristan ou L'ennui avec les pissenlits, donc de Valérie Picard et Audrey Malo. C'est un album vraiment éclaté, qui m'a fallu 2 lectures pour mieux comprendre, je pense, le message de l'autrice, mieux me mettre dans la peau du personnage, essayer de comprendre où on voulait en venir, parce qu'on est vraiment dans un monde qui est éclaté. Dans le fond, Tristan, il voit plein de pissenlits, il s'ennuie, et il va arriver pas un bouleversement, mais il va rentrer dans la Terre, puis il va traverser plein de mondes, et à la toute fin, dans le fond, en fait, plus l'histoire avance, plus on comprend que chaque monde est en fait une émotion. Donc, on a toujours des péripéties qui se passent par rapport à l'émotion. Donc, par rapport à la jalousie, par exemple, par rapport à la joie, par rapport à la tristesse, la colère. Donc, on a plein d'émotions, mais elles ne sont jamais dites, sont jamais nommées. Donc, ça pourrait être intéressant d'essayer d'inférer avec les enfants, avec chaque péripétie, quelle émotion on vient démontrer dans cette péripétie-là. Puis finalement, il va ressortir dans son monde. Il va avoir fait vraiment comme le tour de toutes ces émotions-là. Ça m'a fait un petit peu penser dans, tu sais, comme Alice au Pays des Merveilles, là, dont elle rentre dans un tronc, puis elle s'en va dans un monde complètement éclaté. Ben c'est ça ici, cette lecture-là. On est dans un monde complètement éclaté. C'est différent, puis ça m'a moi-même bouleversée un petit peu, donc je serais curieuse de le lire avec les élèves pour voir, eux, ce serait quoi leur interprétation, ce serait quoi surtout leur appréciation. Est-ce qu'ils aiment ça, être chamboulés, bouleversés? Parce c'est ça, on n'est vraiment pas dans une trame narrative de « il était une fois » là, ici. Pas à mon avis, du moins. Donc, différent, mais intéressant. Ici, lui, je l'ai vraiment beaucoup aimé. On a l'incroyable histoire du chiffre 3. Et ici, c'est tellement drôle parce qu'on vient présenter, dans le fond, on a un présentateur qui s'apprête à faire un numéro avec le chiffre 3. Mais là, il y a 2 petits personnages qui arrivent puis ils disent hey, « Pourquoi tu utilises le 3? Pourquoi tu n'utilises pas 1990 ou 37? » Ou, tu sais, donc là, ils se mettent à énumérer des chiffres. Puis il lui dit « Ben non, parce que le chiffre 3, c'est le meilleur chiffre au monde. C'est pour ça que je fais un numéro avec le chiffre 3. » Et là, les 2 petits personnages, ils vont venir complètement ruiner son numéro parce que eux sont pas d'accord, puis ils vont essayer de se mettre à inventer un numéro également, mais en utilisant d'autres chiffres.
Puis là, à chaque fois, ils vont essayer quelque chose, mais ça va être lamentable. Ils vont vraiment se planter à chaque fois. Soit c'est décousu, soit ça fait pas de sens, soit c'est nul, soit c'est pas drôle. Bref, à la toute fin, dans le fond, ils vont unir leurs forces et ils vont essayer, dans le fond, un numéro. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on pourrait vraiment faire un beau parallèle avec le processus d'écriture que même un auteur va pas venir arriver avec une idée, puis là, pouf, tout son livre s'écrit, c'est facile, toutes ses péripéties, son dénouement, tout ça, c'est facile. Maintenant, c'est ça, ça demande du travail. On peut pas, tu sais, on a besoin de filtrer, on a besoin... Bref, j'ai vraiment trouvé que c'était pertinent. Je le verrais très bien dans en faire un atelier d'écriture pour venir juste se mettre dans la peau, en fait, montrer aux élèves qui sont pas les seuls à avoir parfois le plein d'idées qui se lancent dans leur tête, pas trop savoir quel choisir, quel chemin prendre, puis leur dire c'est correct des fois de revenir sur ton chemin, d'aller chercher une autre idée parce que celle-là, elle fonctionne pas finalement. Donc, je trouvais que c'était rigolo, puis les enfants, c'est sûr qu'ils vont rire parce qu'à chaque fois, on se fait ajouter quelque chose qui est complètement farfelu. Donc, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Et en plus, on est un album pratiquement, j'ai envie de dire, qu'en dialogue. Ça pourrait être cool de faire un théâtre des lecteurs peut-être avec, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages. Donc, je pense qu'il y a 3 personnages. On a même amené aussi une pause publicitaire, ça, les élèves vont vraiment rire. Donc, non, vraiment un beau coup de cœur pour celui-là. Maintenant, il me reste 4 nouveautés européennes. Ici, nous avons Le Soleil d'en face chez Alice Jeunesse. Et ici, on vient parler de l'ouverture sur le monde parce qu'on a 2 villages, un en noir et blanc où tout le monde est terne, tout le monde est triste, et un en couleur, tout le monde est joyeux, tout le monde chante et tout. Et ils n'ont pas le droit de se parler. Donc vous voyez déjà où ça s'en va là, comme histoire finalement. Bon, ben il y en a un qui va y aller, l'autre va l'accepter. Et bon, la trame narrative, elle est... pour moi qui a lu beaucoup, disons que je me doutais de où ça allait aller, mais encore une fois, on parle jamais trop d'ouverture sur le monde, à mon avis, puis je trouvais que le parallèle entre les couleurs ternes et les couleurs vives pourrait peut-être justement être une belle initiation à l'ouverture sur le monde avec les tout-petits, parce qu'ils vont pouvoir être vraiment visuels et voir la différence entre les deux nations, si je peux dire. Ici, nous avons Kafka et la poupée. C'est tellement mignon cette histoire-là. C'est une petite fille qui pleure parce qu'elle a perdu sa poupée. Et là, on a l'auteur, Kafka, qui va à sa rencontre et qui lui dit « Ben non, mais c'est parce que ta poupée, elle est partie en voyage, c'est pour ça. J'ai reçu justement une lettre de ta poupée. Je vais te l'amener demain, reviens au parc, puis je vais t'amener la lettre. » Puis lui, dans le fond, Kafka, c'est un écrivain. Et il était justement en panne d'écriture. Et il va vraiment faire il va inventer, dans le fond, une correspondance entre la poupée et la jeune fille. Puis à chaque semaine ou mois, ou peu importe, il va y avoir une nouvelle destination. Puis à chaque fois, la poupée va être donc contente de découvrir quelque chose, mais elle va s'ennuyer de sa maîtresse, si on peut dire. Et lentement, mais sûrement, on sent que la poupée, un moment donné, ben, elle reviendra pas, finalement. Et la jeune fille, elle l'accepte aussi. J'ai vraiment trouvé ça mignon, d'autant plus que, ben là, selon la fin, moi, Kafka, je ne savais pas c'était qui, honnêtement, mais ça dit, cette histoire inspirée de la vie de Kafka nous fait découvrir autrement l'un des plus grands écrivains du 20e siècle. Je m'excuse, je ne le connais pas, mais on a à la fin une postface où on vient expliquer un peu le contexte de cette histoire-là, puis on vient aussi là, dire qui était cet auteur. Alors, vraiment, l'histoire en tant que telle, elle est mignonne, mais en plus que c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est encore plus beau, je trouve. Nous avons ici La bibliothèque de la forêt. Ici, c'est un livre sur les livres. Donc, évidemment que moi, ça a mon cœur déjà. C'est super mignon. On vient découvrir dans une forêt, dans le fond, là, juste des animaux qui lisent. C'est vraiment aussi simple que ça. Très, très, très peu de texte, comme vous pouvez voir. Donc, pour les premiers lecteurs ou encore... carrément pour une lecture interactive au presco. Ça peut être super beau. Regardez les petites illustrations, c'est super mignon. Donc clairement, moi je vais le lire à mon bébé. Je trouve que ça va être parfait pour lui. C'est des belles illustrations, très peu de texte, donc très mignon. Et je termine avec Patatouille. Patatouille, c'était vraiment drôle. Je me serais pas attendue à rire autant. Dans le fond, on a l'histoire d'un gros monstre qui
qui arrive et qui est rempli de stéréotypes et de préjugés envers ce que les gars doivent faire versus ce que les filles doivent faire et qu'on peut pas mélanger. Puis là, à chaque fois, il arrive, puis là, tu sais, il dit aux garçons, mettons, hey, à Charles, telle fille a fait telle affaire, ou, c'est comme la petite voix du diable, là, si on veut. Puis à chaque fois, le petit garçon, il le fait, puis après, il est comme, ben, c'est quoi, je regrette, moi, elle joue super bien au ballon, puis c'est mon amie, puis ça change rien pour moi que ce soit une fille, tu sais, je la veux dans mon équipe quand même, tu sais, je vous donne un exemple. Puis, tu sais, il est vraiment déçu d'y avoir fait de la peine, finalement, puis à chaque fois, il va venir essayer de déconstruire ce que le patatouille pense. Puis il a été vraiment très choqué d'apprendre que le jeune garçon faisait de la danse. Vous voyez le genre, donc, oh, puis là, attention, le jeune garçon, il l'aide pour mettre la vaisselle sur la table. Ça, c'est réservé aux filles, selon Patatouille. Donc, vous voyez, mais pour vrai, il est drôle, Patatouille, en plus. Donc, il y a des drôles de remarques. Alors, je pense que les jeunes vont vraiment trouver cet album drôle et vous allez pouvoir en même temps parler des stéréotypes de genre avec vos enfants ou avec vos élèves. Alors, j'espère que vous avez apprécié. C'était tout pour la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour les romans, les bandes dessinées et j'ai également 2 outils pédagogiques à vous présenter pour vous, les profs. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine!